Je vais pas pouvoir Je tout vais vous m'y revoir. montrer hein, dans ce live, hein. Il y a Ah, beaucoup de choses sur ce rapport. Peut-être qu'on le fera sur un second live. Mais c'est pour vous montrer un petit peu l'aspect émotionnel sur la crypto et comment on peut, en fonction de ce qui se passe sur le marché et par rapport comment se sentent les gens globalement sur le marché, estimer si on est sur des périodes de surchauffe ou non. Donc ça, c'est un indicateur qu'on retrouve aussi sur des sites comme Look into Bitcoin. Et en fait, vous avez toutes les phases en fait, liées au marché, les phases capitulation, les phases d'espérance, d'optimisme, de croyance et d'euphorie. Et globalement, la crypto, à chaque fois, elle aussi un petit peu avec ces différents paramètres-là. Là, quand on est dans des périodes en fait où vraiment on est dans des périodes de capitulation où ça baisse, c'est souvent là où il faut rentrer. Et historiquement parlant, en fait, c'est un indicateur qui a très très bien marché. Alors l'indicateur ici pour le cycle de 2011-2012, je le prendrai pas forcément en considération parce que c'était tellement jeune. On voit que il y avait on va dire une profondeur au niveau de ces indices qui était super importante, alors que là, ça se lisse quand même de plus en plus, hein. On pourrait même tracer en fait une courbe, une zone de support sur laquelle on voit en fait les zones de dépréciation et de capitulation, et on voit que les zones de capitulation deviennent de moins en moins fortes parce que c'est un marché aussi qui mature de plus en plus. Mais là, on vous l'avait dit hein, depuis maintenant 1 ou 2 mois, aujourd'hui, ça a un petit peu corrigé. Je pense que là, on est peut-être revenu sur la barre en jaune. Mais on était dans une période en verte, et la période de verte, c'est belief. Et après, la bleue, c'est euphorie, quoi. L'euphorie, attention, parce que vous voyez, même sur le dernier cycle, en fait, on ne l'a même pas atteint, l'euphorie. Le 2017, l'euphorie, si je zoome un peu, hein, vous voyez, il est juste là, hein. Donc, c'est vraiment. Il faut plus regarder, pardon, j'ai trop dézoomé. Il faut plus regarder là, cette zone en verte. Et on voit que la zone en verte, et même toutes les zones, deviennent de plus en plus petites, deviennent de moins en moins significatives avec le temps. Parce que le marché mature, encore une fois. Donc là, pour moi, en fait, c'est normal et il faudrait bien qu'on redescende. Moi, j'aimerais bien qu'on redescende même dans la barre, dans la zone orange, pour faire capituler énormément de personnes et que, voilà, on ait une vente, un rééquilibre au niveau du marché. Mais on voit clairement avec cet indice, il y en a d'autres qui sont présentés dans le rapport, qu'on était dans une période de surchauffe, tout simplement. Je ne sais pas si vous voulez rebondir, les mecs, là-dessus. Non, c'est quelque chose qui est assez traditionnel comme indicateur, qui permet effectivement de voir le grid index. En fait, globalement, c'est une représentation du grid index sous forme de chart. C'est Et un peu quand ça, les ouais. personnes commencent à être très greedy, on sait que le marché commence à s'enflammer. Et on l'a vu là sur le début d'année, quand le BTC est allé se frotter aux 72 000 $, globalement, on avait un marché qui était en grid extrême. Et c'était tout sauf le moment pour entrer. Et c'est là où on voyait débarquer le plus de débutants qui pensaient que c'était la meilleure bougie à acheter. Mais c'est quelque chose qui est assez tradit, hein. Il n'y a pas de grosse surprise de ce côté-là, en tout cas. Ouais, puis surtout faire gaffe au modèle. Comme tu l'as dit, Thibaut, la plupart des prédictifs, le NUP, mais aussi le MVRVZ score, sur le dernier cycle, ils n'ont pas passé la courbe historique pour dire attention, là on est près du top, on est sur une période de surchauffe extrême, et donc on n'est pas arrivé sur la tendance, par exemple, où historiquement, ça aurait été un bon moment de vendre. On l'a touché, on l'a effleuré, on l'a dépassé un petit peu pour certains, mais la plupart des modèles n'ont pas atteint la zone critique où on aurait pu peut-être commencer à sortir très sérieusement avec la confiance historique. Donc, en prendre plusieurs et regarder ceux qui ont marché. Donc, je pense notamment, par exemple, au P-Cycle Top Indicator, qui, lui, pour le coup, jusqu'à présent, a toujours fonctionné. Donc, toujours pas regarder qu'un seul modèle aussi, parce que je pense que plus ça va avancer, plus on aura des modèles qui s'aplatissent. Et donc, pour avoir vraiment des indications de zones d'accumulation aussi, parce que ça marche à l'inverse, notamment le MVR VZ Score, toujours regarder plusieurs modèles et surtout ceux qui ont marché sur les derniers cycles, c'est-à-dire ceux qui nous ont donné la bonne info sur le dernier cycle, qui était un peu spécial en termes pas de volatilité, mais en termes de représentation sur les graphiques, d'aller toucher certaines zones qui sont très importantes, du type zone d'accumulation historiquement bonne ou zone de vente historiquement bonne. Et comme tu dis, c'est très important de le rappeler, c'est un indicateur parmi beaucoup d'autres. Et les indicateurs, ils sont valides un certain temps jusqu'à ce que le modèle mathématique se fasse casser la tête par le marché pour faire ça de manière assez simple. Et donc, il faut en corréler plusieurs pour avoir un indice de confiance qui soit le plus élevé possible. C'est un élément parmi tant d'autres. Je pense que c'est bon de le rappeler.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pas le MVRV Z-score, hein, c'est un autre indicateur qui découle aussi du premier que j'ai cité, le MVRV. C'est intéressant parce que ça permet de voir en fait jusqu'à quel niveau les gens commencent à être en profit. Et globalement, quand vous êtes ici dans cette zone qui est présentée là, en fait, qui est supérieure à 1, quand vous êtes sur l'indicateur MVRV supérieur à 1, c'est que vous avez la majorité des participants qui sont en profit, et plus vous avez des participants en profit, et plus on dépasse cette zone à 1, plus on est sur une zone de surchauffe parce que il y a des personnes qui auront acheté plus bas, et plus ils sont en profit, plus ça leur donne envie aussi de prendre des bénéfices, ce qui est important en crypto. Par contre, à l'inverse, quand vous êtes sur le MVRV qui est inférieur à 1, comme ça a été le cas ici, puis ça a été le cas sur le cycle précédent et même pendant le flash crash du Covid, on voit que ça a été des super moments pour pouvoir rentrer sur le marché. Parce que quand la majorité des gens sont en négatif, en général, on a plein de news négatives. Et là, en l'occurrence, en ce moment-là, c'était le crash de Terra Luna, c'était le crash de Celsius, c'était le crash de FTX. Et c'est là, en fait, où beaucoup de gens, je pense, se perdent dans ce qu'on retrouve sur le marché crypto. Parce que la réalité, c'est que c'est pas si compliqué que ça quand on comprend la théorie, c'est-à-dire la théorie de se dire je dois acheter le plus bas possible et je revends le plus haut. Le plus dur, c'est ce que disait Akpab tout à l'heure, c'est la mise en pratique là-dessus. Parce que quand on sait qu'on doit acheter bas et que le marché, il n'y a que des news, de mauvaises news sur mauvaises news, sur mauvaises news, sur mauvaises news, même en fait, si vous avez des indicateurs qui vous disent que c'est maintenant qu'il faut acheter, etc., c'est très compliqué de le faire, surtout si vous êtes en négatif et que vous n'avez pas pris des bénéfices sur le cycle précédent. Pour autant, historiquement parlant, ça reste des super moments pour accumuler, mais il y a des gens qui ne vont pas le faire parce que on n'a pas envie en fait de le faire dans ces moments-là. C'est très dur d'investir dans des moments où tout le monde capitule. Et à l'inverse, quand on reprend la tendance haussière, quand on a des golden cross de partout, quand on a des confirmations d'un point de vue on-chain, technique, fondamental et ce que vous voulez, là, il y a un peu tout le monde qui sort des bois parce que ils se disent c'est maintenant qu'il faut acheter, sauf que le prix, il a déjà fait x2, x3, x4 et sur des altcoins bien plus. Donc le risque, vous le prenez, vous ne l'avez pas forcément pris à l'achat, vous allez sans doute le prendre à la revente. Et c'est pour ça qu'il va falloir que vous soyez plus conservateur. Quand vous attendez des confirmations, que vous soyez plus conservateur parce qu'il y a des gens qui ont pris le risque à l'achat et qui, eux, auront la possibilité, quand vous êtes sur un x2, peut-être qu'eux, ils seront sur un x20, x30, x40. Quoi. Donc, il faut vraiment rester vigilant par rapport à ça. Je vais regarder s'il y avait un autre indicateur que j'avais trouvé intéressant. Oui, également aussi sur les holders long terme. Ce qu'on remarque aussi, c'est que quand on est sur des périodes où tout le monde capitule, globalement, ceux qui continuent de hold le Bitcoin, c'est vraiment les holders long terme. Et en fait, on a, comme on dit en anglais, on a évincé tous les week-ends, toutes les mains faibles, toutes les personnes qui pensaient gagner de l'argent rapidement, etc. Et donc, de suivre en fait ce que font les détenteurs de crypto-monnaies sur le court, moyen et le long terme. Il y a aussi la hodl wave qui vous permet de le voir, la vague hodl, qui vous permet de voir en fait globalement le comportement des utilisateurs avec les UTXO sur Bitcoin et de voir comment se comportent les utilisateurs en fonction des différentes conformations de marché. Et vous, ce que vous devez faire, c'est que justement, dans des périodes de tendance baissière, rentrer où il y a vraiment les strong end, quoi. On parle des diamond end en anglais, c'est vraiment rentrer dans avec ces personnes-là, en fait, dans le train avec ceux qui sont là pour le long terme et qui, de toute façon, quand le marché a pris à moins 90, moins 95%, c'est des gens qui n'ont pas vendu, quoi. Donc, vous allez rentrer là-dedans avec ces gens-là. Et à l'inverse, plus vous allez avoir le prix qui va augmenter, plus vous allez être avec des week-ends, quoi, des gens qui sont là parce qu'il y a de la lumière, parce qu'on leur dit que le prochain projet va augmenter. Et plus vous êtes avec des gens là, avec un niveau de risque qui est super élevé, donc avec des gens qui sont dans la crypto depuis 3 mois à 6 mois, qui détiennent le Bitcoin, parce que là, en l'occurrence, c'est le Bitcoin, mais sur des périodes relativement courtes, plus on va avoir le prix qui va augmenter, plus vous allez être avec des week-ends, et donc plus la probabilité aussi d'une correction importante, et la moindre correction peut avoir des répercussions super élevées, parce que si vous êtes avec 90% de personnes qui connaissent rien à la crypto et qui sont là pour une opportunité court terme, à la moindre fluctuation à la baisse, c'est des gens qui vont vendre, comme aujourd'hui, hein. Ceux qui capitulent, c'est des mecs qui ne savent pas gérer leurs risques, qui sont rentrés au mauvais moment, en réalité. Si vous êtes rentré sur ces niveaux-là, au final, ça vous fait ni chaud ni froid, hein, comme on l'a dit au début. Hein. Donc, il y a plein d'indicateurs qui sont présentés sur Glassnode. Vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On vous a mis le rapport dans la barre d'infos. Mais c'était principalement ceci que je voulais vous présenter pour vous montrer un peu où est-ce qu'on se situerait dans le cycle. Mais je le répète, même si on était sur une période de surchauffe sur le Bitcoin, sur les alts et tout, moi, j'attends vraiment une latéralisation,
une correction là, qui pourrait durer jusqu'à mai, juin, voire même un peu plus. Plus ça dure, mieux c'est, pour après repartir de plus belle. Et après avoir, si ça continuera sur 2025, pour moi, ça va dépendre vraiment de ce qu'on va connaître sur 2024. Si sur 2024, on commence à avoir de l'Ether à 10 000 $, du Bitcoin à 150 000, 180 000, et des altcoins qui font n'importe quoi, moi, je sors 95% de mes positions sur 2024. Et là où beaucoup de gens se diraient, tiens, le bull run, il va continuer sur 2025, moi, je serais déjà sorti, hein, perso. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les mecs, mais moi, je serais comme ça. Bah, c'est globalement l'idée. À partir du moment où tu es sur des profits qui sont intéressants, que tu as atteint tes objectifs et tes paliers de sortie, il n'y a pas la peine d'aller attendre le top du top, en fait. Tu vends une certaine partie de tes positions, tu gardes un petit bag pour le top ultime si tu as envie d'aller le chasser, mais surtout, tu sors tout ce dont tu as besoin de sortir. Et je sais qu'il y en a plein qui attendent toujours encore plus d'aller chercher plus haut. Mais si je prends le cas du BNB, par exemple, qu'on avait acheté entre 15 et 17 $ au dernier bull run, quand il était monté à plus de 350, moi, j'ai commencé doucement à vendre à 350. À 500, on commençait à solder la plupart de notre bag. Et les gens, ils ne comprenaient pas. Ils font, mais le truc, il va monter jusqu'à 700, 800. Au final, il y en a plein qui ont gardé leur BNB, qui les ont achetés aux alentours des 600 $ et qui sont encore en train de pleurer aujourd'hui, en fait. Donc voilà, c'est un peu la problématique. Si vous êtes rentré tôt, vous pouvez vous permettre de sortir tôt, d'avoir fait des gains qui sont assez intéressants et vous n'avez pas besoin d'aller chercher le top du top. Plus vous allez rentrer tard, plus vous allez devoir prendre des risques pour avoir des performances qui sont moins intéressantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, Prime Time qui dit à vouloir faire capituler les investisseurs à longueur de temps, le marché finit par les perdre et ça n'arrange pas l'adoption masse sur le marché crypto qui est essentiellement jeune, de jeunes investisseurs, je pense que tu voulais dire. Vous en pensez quoi, les mecs, de ça? Je te laisse Théo et je prendrai après la suite. Ouais, je suis relais la question parce qu'effectivement, je suis fatigué. Du coup, je peux la prendre parce que moi, j'avais pris le temps de la lire quand même au fur et à mesure. J'avoue qu'il est tard déjà chez moi, mais j'ai quand même pris le temps de la lire. C'est un avis qui est assez intéressant parce qu'effectivement, je ne m'étais pas forcément posé cette réflexion-là. Après, ce n'est pas le même type d'investisseur. Et je pense que si on veut qu'on ait un marché qui se professionnalise sur le long terme, on est obligé de nettoyer les week-ends. On est obligé. C'est nécessaire en fait de passer par là. Après, oui, ça fait du mal à l'adoption, mais en fait, l'adoption qui reste, elle est persistante. Le problème d'avoir des mecs qui viennent parce qu'il y a de la lumière et qui restent 3 mois, c'est que de toute façon, tu ne les aurais pas gardés sur des années. Au moindre retournement de marché, au moindre cycle financier, ils seraient fait rincer. Donc, autant qu'ils soient rincés, qu'on cumule sur des bonnes bases et qu'on construit sur long terme. L'adoption, au lieu de prendre 5, elle va peut-être prendre 10 ans, voire peut-être 15 ans. Mais ceux qui ont persisté vont vraiment créer de l'or et vont vraiment créer des fortunes qui seront juste colossales. Et je pense que c'est plus bénéfique que d'avoir des mecs qui viennent juste là en mode pump and dump. C'est ma vision après des choses. Même si, effectivement, comme tu dis, ça ralentit l'adoption. Et ça, c'est un élément à prendre en compte. Ouais, après, ça y est, ça connecte un peu dans ma tête. Je vais peut-être arriver à sortir un truc. Non, ça, ouais. Après, surtout aussi, c'est quand tu commences à prendre un peu d'expérience, tu te dis, tu les attends, ces corrections, en fait. Tu te dis, oui, il faut que ça capitule, il faut que les mecs se fassent rincer pour repartir sur des bases saines. Parce que dès qu'on commence, et c'est vrai que ce bull run, il est un peu spécial, notamment avec les mêmes coins, parce qu'on en a déjà bien parlé. Et si vous vous rappelez les crypto bubbles qu'on a vu au début, ce qui pump cette semaine, c'est encore une fois les mêmes coins. Donc, c'est un peu particulier dans le sens où ils pump un peu tout le temps. Dès que ça commence à pumper, il y a les mêmes coins qui pump un peu. Mais au final, il faut bien se rendre compte aussi que de temps en temps, ça fait du bien de sortir tous les projets de merde, sortir tous les mecs qui étaient là juste pour voir la lumière, qui n'ont pas pris de profit et tout, pour repartir sur des bases saines et que le capital revienne sur des projets avec des plus gros fondamentaux pour pouvoir justement aller plus haut après. Parce qu'en fait, si tu commences à monter vertical sur que des shitcoins, quand ça se retourne, tu prends moins 99%, puis ça retombe à plat. Puis pour remonter, après, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, dans l'idée, c'est beaucoup plus simple de prendre une correction de moins 30, moins 50%, rincer tous ceux qui étaient là sur des shitcoins pour que les prochains invests se fassent sur des coins peut-être avec un peu plus de fondamentaux et que ça soit plus soutenu pour que ça continue un peu plus loin. Parce qu'en fait, si on pumpait direct d'un coup, comme on faisait des 2000% à chaque fois, sans aucune correction, quand ça se retourne, après, tu pars peut-être direct en bear market pendant 2 ans et il faut attendre après. Là, ce qui se passe, c'est qu'on aura peut-être une latéralisation plus importante, plus toute la partie macro, la Fed, des élections, ça va peut-être allonger le cycle, ce qui n'est pas sûr non plus. Mais si ça corrige, si ça latéralise, au final, et si ça rince les gens, si ça fait capituler les investisseurs du coup, au final, tu as peut-être un cycle qui est plus soutenable et qui va durer plus sur la durée, donc plus d'opportunités, plus moyen de faire de l'argent sur le long terme, quoi.
pas forcément bien que ça puis monte en fusée d'un coup, quoi. Vas-y. moi, j'aimerais rebondir aussi là-dessus parce qu'on a l'impression que la crypto, c'est pas forcément bien, encore une fois, de rincer et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sortent dégoûtés de l'investissement crypto, qui sortent même dans des positions très compliquées avec ce qui se passe, le nombre d'arnaques et tout. Et c'est la réalité en fait du monde dans lequel on vit. Voilà, on dit le marché, il est darwinien et ça permet d'éliminer les projets pourris, les scams et tout. Mais en fait, c'est valable sur toutes les classes d'actifs, mais que ce soit l'immobilier, que ce soit la bourse. Sauf que la bourse, l'immobilier, ça a mis des années pour maturer. Mais quand tu prends ceux qui ont investi lors de la Grande Dépression de 1929, tu en as combien qui sont restés sur le carreau lors de la bulle Internet des années 2000? Tu en as combien qui sont restés sur le carreau? Et en fait, ça a permis d'éliminer la plupart des projets et des startups et des entreprises qui ne servaient à rien. L'entreprise pet.com, elle était valorisée à plusieurs milliards. Pet.com, il n'y avait qu'un site web, il n'y avait rien derrière, il n'y avait même pas de salariés, il n'y avait même pas de produits, il n'y avait pas de service, il n'y avait rien. Simplement, c'est un peu comme en crypto où tu as le mot blockchain, tu as le mot IA, tu as le mot, tu as un peu les mots en vogue en ce moment, qui fait que simplement avec certains termes marketing, tu peux faire pumper un prix. Donc c'est un peu la triste réalité, mais pour moi, tu vois, il faut vraiment le comparer aussi avec ce qu'on a à côté. Et tout investissement et tout véhicule d'investissement, spéculatif ou non, parce qu'il y a toujours une part de spéculation, il y aura ce genre de problème. Et ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont une vision long terme, sont ceux qui ont des vraies connaissances sur le sujet, mais ça, c'est valable de partout. Simplement, en crypto, c'est beaucoup plus rapide et c'est sous stéroïdes parce que c'est une classe d'actifs qui a à peine 16 ans aujourd'hui. Donc forcément, ça fait peur. Et je pense qu'il y a des personnes qui viennent en crypto, qui se font rincer, qui reviennent jamais pour l'instant, comme des gens qui se sont fait rincer en bourse et qui ne reviendront jamais. Mais globalement, l'adoption de la bourse a énormément… si tu avais une vision long terme, malgré toutes les guerres, malgré toutes les crises, à chaque fois, ça a dépassé le précédent plus haut. L'immobilier, c'est pareil. Tu as eu des corrections qui peuvent être momentanées avec la crise des subprimes en 2008 parce qu'il fallait épurer, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Et en crypto, on en a besoin, tu vois. Et pour moi, oui, ça peut freiner l'adoption à un moment donné. Et je pense que surtout, ce qui freine l'adoption, il y a à la fois les tarifs, il y a à la fois le fait de penser que tu vas devenir riche rapidement, mais il y a également aussi la complexité de cet écosystème. Mais ça veut dire aussi que si tu es capable de passer à travers cette barrière-là, cette barrière psychologique, cette barrière de compétences et d'expertise, ça te permettra de tirer ton épingle du jeu et d'aller chercher des performances là où beaucoup de gens attendront peut-être 20 ou 25 ans, où tu auras certes moins de scams, où tu auras moins d'opportunités aussi, et tu auras des rendements plus faibles parce que ce sera une classe d'actifs qui sera beaucoup plus implantée. Mais c'est super important. Exactement, ouais, c'est ce que dit Erratic. Hein. C'est un peu la destruction créatrice de Schumpeter. Moi, exactement. C'est comme quand les gens ils te disent avec l'IA, ça va détruire des emplois et tout. Oui, ça va en détruire, ça va en créer plein. En fait, ceux qui ne sont pas capables de se remettre en question, qui ont toujours fait la même chose, et puis qui vont te dire on a toujours fait comme ça, pourquoi on ferait autrement? Il y a un moment donné, il y a un truc qui va te tomber sur la poire, comme la mondialisation. Hein. Ça a fait de mal à beaucoup de gens, mais ça a aussi offert énormément d'opportunités. La crypto, ça offre énormément d'opportunités. Le business en ligne, ça offre énormément d'opportunités. L'IA, ça offre énormément d'opportunités. Et donc, je pense qu'après, il faut voir comment on peut l'utiliser à bon escient et comment on peut faire pour nous créer de la valeur et s'en sortir grandi. Si tu n'évolues pas, c'est un peu le problème de la France aussi. On va peut-être en parler un peu, les mecs. Hein. Mais justement, il y a des commentaires qui sont en mode est-ce qu'on va passer à la partie récré, vu comme ça fait déjà 2 heures qu'on talk dessus. Martin, il nous a débunké direct. Théo qui dort, Mickaël qui gronde et Thibaut qui fait du posing devant la caméra. C'est exactement ça. Là, tu commences à nous connaître. On est toujours sur ce mode de fonctionnement. Ouais, effectivement, débunker là tout de suite, c'est obligé. Alors, je pensais pas être aussi grondi. J'ai plus le terme en français ce soir. Non, Gotti, merde, je sais plus comment on dit. Je suis fatigué aussi. Grognon, mais on est tous fatigués. Allez, mettez dans le chat, c'est parti. C'est pour moi là ce soir. On envoie. On a perdu Théo, effectivement. Il a l'œil qui frétille là un peu. L'œil terne. Aujourd'hui, je suis pas au maximum. J'ai une semaine très très compliquée. J'étais en voyage pro toute la semaine. Je suis rentré vendredi soir éclaté, donc ouais, ça va être long. Et vivement les vacances, ouais. Effectivement. Ronchon, ah bah ouais, exactement, c'est ce terme-là, Ronchon, bien joué, Erratic. Mais franchement, je pensais pas, mais c'est possible que ce soir, c'était mon soir. En vrai, je pense qu'il y a une interprétation aussi de ce qu'on pense ou de comment on se sent. En fait, les gens, ils nous voient pas, vous nous voyez qu'à travers le prisme de YouTube et de ce qu'on veut bien laisser transparaître aussi sur les lives. Vous nous verrez dans la vraie vie, on n'est pas du tout comme ce qu'on est sur YouTube aussi. On est des gens sérieux, ça c'est clair, dans ce qu'on fait. Mais on est des gros déconneurs. Le problème, c'est que sur YouTube, on ne peut pas forcément faire ce qu'on dit. On peut pas dire ce qu'on se dit aussi en off.
On essaiera de vous faire des lives en Thaïlande parce qu'on va partir voir Mickaël en Thaïlande avec Benjamin, Théo, du coup, et moi-même. Donc, on verra un petit peu ce qu'on sera amené à faire. Mais ouais, gaffe à Théo dans l'eau. Qui ne s'endort pas en plein milieu sur un bateau, effectivement. On va le surveiller. On va lui mettre une petite étiquette autour du pied pour être sûr de ne pas le perdre. Mais voilà, et le prenez pas pour vous. Vraiment, des fois, quand vous avez l'impression qu'on vous gronde, on avait des commentaires de certains qui disaient ouais, le mec en haut à gauche, il se la raconte, il nous crie dessus et tout. Vous n'êtes plus des enfants. En plus, il y en a certains, j'ai l'impression, ils ont 35, 40 ans, on ne vous crie pas dessus. Hein, vous faites ce que vous voulez. On parle aussi de la manière dont on parle entre nous, d'une certaine manière aussi. Voilà. Mais ne le prenez pas pour vous. Tout comme nous, on essaye de ne pas prendre pour nous les centaines et les milliers de commentaires qu'on reçoit très régulièrement. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de messages, des fois d'insultes et tout qu'on a sur des lives. On sait que globalement, ça plaît à une grosse majorité et qu'il y a aussi cette majorité silencieuse qui est peut-être toi là qui nous regarde derrière cette caméra, cette majorité silencieuse, cette majorité qui dit jamais rien, cette majorité qui dit pas un commentaire positif et qui met pas un petit like. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu le fasses parce que par contre ceux qui nous détestent, qui nous apprécient pas, eux ils font savoir, tu vois. Des commentaires que tu vois sur des Trustpilot par exemple de Casino, jette un coup d'œil. Le Trustpilot de Casino, tu vois, je crois qu'ils ont une moyenne de 0,8 sur Trustpilot parce qu'ils se font éclater parce qu'au final quand tu n'es pas content, tu vas le faire savoir. Quand tu es content, en général, tu ne le dis pas trop. Et c'est pour ça qu'on vous dit mettre des likes, mettre des commentaires. Franchement, allez-y, les mecs. Ça ne coûte rien. Il n'y a pas de frais pour mettre des likes. Faites-le. Franchement, faites-le.